Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La disponibilité de l'huile de table est assurée sur l'ensemble du marché national pendant le mois sacré de Ramadan. La capacité de production sera revue à la hausse pour répondre pleinement à la demande des consommateurs. Nous irons dans cette édition à Timimoun, une wilaya qui se distingue par ses cultures sous serre, une activité phare dans la région qui permet de produire une grande variété de fruits et légumes. Crise sociale au Maroc, l'ignorance et l'inaction du Makhzen accentuent la colère de la population. Les Marocains pointent du doigt un pouvoir qui échoue à répondre à leurs besoins les plus élémentaires et réclament des changements concrets. Le tourisme de montagne trouve de plus en plus d'adeptes dans le pays. La station climatique de Talaguilef attire de nombreux visiteurs en quête de fraîcheur et de détente. Un lieu idéal pour se ressourcer et profiter pleinement de la nature. Bienvenue à tous. En ce mois de Ramadan, la disponibilité des produits de large consommation reste une priorité. L'unité de production d'huile de table El Mahrousa assure l'approvisionnement du marché national avec une capacité de production dépassant les 220 tonnes par jour. L'unité prévoit également de renforcer sa production afin de répondre à la demande des citoyens tout au long de ce mois sacré. Fatima Benfarjallah et Maïchebout. Face à la demande croissante en huile de table, l'usine El Mahrousa d'huile Safia s'emploie à augmenter sa capacité de production, qui dépasse déjà les 220 tonnes par jour, afin d'assurer l'approvisionnement de l'ensemble du marché national. L'unité fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous atteindrons une production de 250 tonnes par jour, si Dieu le veut. Nous sommes venus acheter de l'huile pour le point de vente d'Agrodiv à Tedmate, où elle sera proposée à des prix abordables pour tous. L'adoption d'un système de surveillance et de contrôle à distance tout au long de la chaîne de production constitue l'un des principaux facteurs garantissant la qualité du produit. Parallèlement, un plan d'action a été mis en place afin d'assurer un approvisionnement régulier des différentes wilayas. L'entreprise El Mahrousa s'appuie sur 2 circuits de distribution. Le premier concerne la distribution des produits à travers 7 filiales spécialisées relevant du groupe public Agrodiv. Le second repose sur des distributeurs privés affiliés à l'entreprise El Mahrousa, présents sur l'ensemble du territoire national, dont le nombre dépasse les 120 distributeurs. Dans le but d'augmenter ses capacités de production et d'atteindre les objectifs fixés durant le mois de Ramadan, l'usine a instauré un système de permanence afin d'assurer la disponibilité continue de ce produit essentiel pour les consommateurs. Agriculture à présent, la wilaya de Timimoun se distingue par les cultures sous serre, une activité phare dans la région qui permet de produire de grandes quantités de fruits et légumes. Ces cultures contribuent directement à l'approvisionnement du marché national et illustrent le potentiel agricole que la wilaya compte bien développer. Ayman Hanafi et Amira Saftan. Dans la région de Grout relevant de la wilaya de Timimoun, les cultures sous serre connaissent un essor remarquable ces dernières années. Après avoir démontré son efficacité en matière de rendement et de qualité, ce mode de production s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique pour l'agriculture saharienne. Un système très vite adopté par les agriculteurs de la région, le cas de Mohamed, l'un des pionniers de la région qui a fait le pari des cultures sous serre, il y a près de 10 ans. Depuis, il développe progressivement son exploitation en adoptant des techniques adaptées aux conditions sahariennes. J'ai commencé avec 2 serres où je cultivais le concombre. Ensuite, j'ai augmenté progressivement ma production. Maintenant, je possède environ 16 serres. Dieu merci, j'ai enregistré une bonne production en quantité et en qualité. Cela est dû au suivi rigoureux et à la qualité des semences. Favorisée par un climat fortement ensoleillé et la disponibilité des ressources hydriques, la région offre des conditions idéales pour la production de diverses variétés de fruits et légumes destinés au marché national. Les commerçants affluent de plusieurs wilayas. Une partie de la production est écoulée sur les marchés de proximité. Nous avons aussi des clients venus du nord du pays. Ils viennent pour s'approvisionner en concombre, aubergines, poivrons doux et piquants et parfois en melon. La filière bénéficie également d'un accompagnement technique régulier visant à soutenir son développement et à répondre à une demande nationale en constante progression.
Chaque année, la superficie des serres augmente, les agriculteurs bénéficient d'un encadrement technique et trouvent ici les conditions favorables pour exercer cette activité. Aujourd'hui, la superficie consacrée aux cultures sous serre à Ougrout atteint 89 hectares, soit l'équivalent de 2225 serres plastiques. Un potentiel encore largement exploitable qui confirme la vocation agricole croissante de la région. Au Maroc, l'inaction et l'ignorance du Makhzen accentuent la colère de la population dans plusieurs régions du pays. Les Marocains pointent du doigt un pouvoir qui échoue à répondre à leurs besoins les plus élémentaires et réclament des changements concrets. Milad Hannin. C'est avec cette civière de fortune que les malades sont secourus depuis les villages reculés du Maroc. Chaque jour est un nouveau combat pour ces habitants qui affrontent l'impossible pour accéder aux soins. Ici, les routes sont impraticables, chaque déplacement se transforme en une épreuve, illustrant l'isolement et la précarité auxquels sont confrontés les Marocains. Comme vous pouvez le voir, une femme âgée, gravement malade et coincée, sans aucune route permettant son évacuation ou son transport vers une structure de soins. Nous sommes totalement isolés depuis 3 jours. Les récentes inondations ont aggravé une situation déjà fragile. Les crues ont détruit les maisons et les infrastructures précaires, laissant les habitants face à un quotidien encore plus difficile et incertain. Nous n'avons plus rien désormais, ni route, ni eau potable, ni nourriture, ni gaz. Même l'électricité a été coupée et les commerces ont fermé leurs portes. Nous n'avons plus rien à manger. Où sont les responsables ? Face à l'oubli des autorités, les habitants continuent de lutter au quotidien dans l'espoir que leur voix finisse par être entendue. Toujours à l'étranger, dans la bande de Gaza, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a de nouveau alerté sur la situation humanitaire à Gaza qui demeure catastrophique. Selon l'organisation, l'ampleur des besoins dépasse largement les capacités de l'aide actuellement fournie, aggravée par les restrictions imposées par l'entité sioniste. De son côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies indique qu'au moins 2/3 de la population de l'enclave vivent dans des conditions extrêmes, exposées aux intempéries et privés des services essentiels. Revenons chez nous pour vous emmener à la station climatique de Tal Aguilef. De plus en plus de visiteurs viennent s'y ressourcer en quête de tranquillité et de détente. Ce site offre un véritable havre de paix idéal pour se reconnecter à la nature et profiter pleinement du grand air. Reportage de Samia Bouarour. Après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres en voiture depuis la ville de Bourgny, nous voilà arrivés à environ 1500 mètres d'altitude à Tel Aguilef. Une station climatique réhabilitée en un lieu de repos idéal pour se ressourcer en pleine nature, au milieu des cèdres et des montagnes. À Tel Aguilef, effectivement, la faune il y est encore, mais elle peut disparaître d'un jour au lendemain. Du jour au lendemain, nous avons des chacals, nous avons des renards, nous avons du porc-épic. Pour la flore, nous avons le cèdre de l'Atlas qui est là devant nous. Il y a le if, il y a c'est des arbres un petit peu rares. Le if, le pin noir et le sapin de Numidie. Ils sont là.
Dans cet endroit du tourisme de montagne perché sur le flanc nord du massif du Djurdjura, les visiteurs n'hésitent pas à emprunter cette route sinueuse pour le plaisir des yeux, face à ce splendide spectacle naturel. Les routes, elles sont bien faites, même si elles sont serrées, tortueuses, sinueuses. On a vraiment peur en montant comme ça très haut de la montagne, mais ça vaut le détour, ne serait-ce que l'air qu'on respire ici. On a les singes aussi, la nature, les cèdres, vraiment. Et là, on va faire une petite randonnée. C'est une découverte parce que comme j'aime la montagne, il fallait que je vienne. Malheureusement, on n'a pas eu la neige. Eh ben, j'espère que la prochaine fois, il y en aura et puis je reviendrai. Cet endroit abrite un parc classé réserve de biosphère par l'UNESCO en 1997 et des infrastructures hôtelières rénovées récemment pour offrir le meilleur aux visiteurs. Ma première mission, c'est d'offrir aux clients une restauration qui s'accorde avec son environnement. Donc, quand on parle de ça, c'est d'intégrer les produits locaux. Le meilleur exemple, c'est l'huile d'olive locale qu'on achète chez les producteurs locaux. On a des producteurs artisanaux de fromage aussi. Donc, on achète les fromages artisanaux. Il y a des herbes dans le parc national, telles que l'origan sauvage. Entre le mois de mars et le mois de juin. Juste هنايا au haut, pas loin, 1 km 500 في الجبل. Donc كي يبدا يخرج moi personnellement نطلع نحي l'origan sauvage هذاك et je l'intègre في les recettes تاعي. Les amoureux de la montagne y trouveront leur bonheur certainement face à ces vues panoramiques et cette nature sauvage. Et direction à présent la basse Casbah d'Alger, plus précisément Dar Hassan Pacha. Ce joyau architectural bâti au XVIIIe siècle est en pleine restauration. Les équipes chargées du chantier veillent à préserver chaque détail pour ne rien altérer de ce patrimoine inestimable, nous dit Lamia Boudbouda dans ce reportage. Situé dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, nombreux projets ont été réceptionnés et d'autres sont en pleine restauration. À l'exemple de ce palais nommé Dar Ahmed Pacha. Bâti au XVIe siècle, Naïma Massoudi, architecte agréé, est en charge de sa restauration. Comme toute opération de restauration, on est obligé de passer par les travaux préparatoires qui stipulent la protection des différents éléments décoratifs parce qu'on ne peut pas commencer déjà par la récupération et la restauration de ces éléments. Donc on va passer juste après les travaux préparatoires qui sont la protection des différentes colonnes. Par exemple ici, les différentes colonnes en marbre, elles sont protégées en latérosaux et du plâtre et polyène bien sûr pour ne pas les abîmer. Et une fois les travaux de confortement achevés, que ce soit la restitution des planches et des murs confortement et ainsi de suite. Donc on va passer après aux travaux de récupération, de restitution et de restauration des différentes menuiseries, éléments décoratifs. À quelques encablures et mitoyens de la mosquée Ketchawa se trouve un autre joyau architectural, le palais Hassan Pacha, datant du XVIIIe siècle. Ici, bureau d'études, architecte agréé et spécialiste du patrimoine, travaille d'arrache-pied pour livrer ce projet dans les délais. Pour les faïences, Mohamed Houssine Bey y travaille avec une équipe. Il nous explique les procédés et techniques utilisés. Premièrement, نصوروا نديروا دي فوتو. دوزيامون نديروا دي تيكيت تاع لو مور وليسباس اللي راه فيه ونيتيليزيو لو بلان تاعنا هذا لي كاي هذا تاع لا فايونس. ومن بعد ابري من نكتبوا عندنا ان كاي سبيسيال نكتبوا فيه لينا حنايا باش الحبه تاع الفايونس كونوا نعرفوها ديري. ابري نحو الحبه تاع الفايونس من الحيط اللي راهم فراجيل اللي عندهم سيباراسيون بين لو مورتي والمور. Quant aux peintures murales exceptionnelles ornant ce palais, méritent un traitement expert dont a la charge Aïda Menouer. On est conscient de l'importance de ce patrimoine, de l'importance de le transmettre de la manière la plus parfaite et intègre, on va dire. On ne veut pas le modifier, on ne veut pas le transformer, il faut qu'il soit communiquer aux générations futures tel qu'il a été reçu à notre niveau.
Restauration manuelle, réutilisation des matériaux d'origine et la difficulté de préserver l'authenticité des lieux. Une mission passionnante et cruciale de la restauration pour cet héritage algérien ô combien important. L'actualité, c'est aussi le lancement hier de la 15e édition du concours Taj al-Qur'an au Centre international de conférences Abdellatif Rahal. 18 candidats sont en lice, sélectionnés à l'issue des éliminatoires organisés à travers les différentes wilayas du pays. D'éminents récitants de pays arabes et musulmans ont pris part à la cérémonie d'ouverture, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmehdi et du recteur de Jama' al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qasimi al-Husseini. Sport football, avant de clore ce journal, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, la sélection nationale effectuera un stage de préparation en Italie du 23 au 31 mars prochain et qui sera ponctué par 2 matchs amicaux. Le premier face au Guatemala le 27 mars à 20h30 à Gênes, alors que la seconde rencontre aura lieu le 31 mars face à l'Uruguay à Turin à la même heure. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes.